Je suis rentré à la maison sans prévenir et j'ai trouvé ma mère gelée et enfermée devant chez moi par ma belle-sœur, alors j'ai. Bonjour, je m'appelle Clara. Je n'étais pas censé rentrer à la maison ce soir-là, mais quelque chose m'a dit de reprendre la route quand même. Ce que j'ai trouvé sur les marches du perron m'a anéanti, ma mère, assise là, tremblante, enfermée dehors, seule dans le froid. Et à l'intérieur, ma belle-sœur, un verre de vin à la main, bien au chaud et imperturbable. Ils ont dit que c'était un malentendu. Mais l'était-ce vraiment? Car maintenant, je me demande depuis combien de temps ils attendaient que je ne vienne pas pour pouvoir la faire disparaître. La rue était calme lorsque je me suis garé dans l'allée. Trop calme, même pour Bellevue en décembre. Le quartier avait toujours eu ce côté pittoresque. La neige reposant légèrement sur les boîtes aux lettres. Les lumières du perron brillant comme des bougies derrière des vitres givrées. J'avais emprunté cette route des dizaines de fois, mais quelque chose semblait différent ce soir. Le froid ne se contentait pas de toucher l'air. Il s'enfonçait dans ma poitrine. Je n'avais dit à personne que je venais. Après avoir terminé le semestre au lycée où j'enseignais l'art, j'avais une envie irrésistible de quelque chose de familier. Je voulais faire la surprise à ma mère. J'imaginais son sourire en me voyant sur le pas de la porte, la façon dont sa voix s'étranglait toujours un peu quand elle prononçait mon nom, Clara, comme si le simple fait de le dire lui apportait un peu de paix. Mais au lieu d'une surprise, j'ai trouvé autre chose. J'ai vu une silhouette recroquevillée près des marches du perron, penchée en avant, les bras serrés autour de ses genoux. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une voisine ou peut-être quelqu'un en difficulté. Puis j'ai vu l'écharpe, celle d'un verre profond que je lui avais offerte il y a 2 Noëls. Ma mère, Myriam, assise sur le béton, tremblante. Maman. J'ai claqué la portière de la voiture et j'ai couru. Maman. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand elle l'a fait, ses yeux étaient larmoyants. Ses lèvres étaient gercées et pâles. Je ne t'attendais pas, a-t-elle murmuré, comme si elle s'excusait de quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais déjà en train de retirer mon manteau pour le draper sur ses épaules. Pourquoi es-tu dehors? Il gèle. Pourquoi personne ne t'a laissé entrer? Elle a cligné des yeux lentement, presque comme si son corps ne pouvait pas suivre sa voix. J'ai fait réchauffer du riz, a-t-elle dit. Elle m'a dit de partir. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pendant une seconde, le vent était plus fort que tout dans ma tête. Je me suis accroupi devant elle, lui saisissant les bras. Elle, qui, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Elle a dit que je ne devais pas utiliser la cuisine sans demander. Je me suis levé, les poings serrés. Je l'ai aidé à se relever, son corps léger à cause de trop nombreux repas sautés. Nous avons marché péniblement jusqu'à la porte. J'ai tourné la poignée. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, il faisait chaud. De la musique jouait doucement depuis une enceinte Bluetooth sur le comptoir. L'odeur de bougies parfumées à la vanille flottait dans l'air. Et elle était là, Vera, avachie sur le canapé, les jambes croisées, un verre de vin à la main, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont écarquillés, mais pas de surprise, plutôt d'agacement, comme si j'avais interrompu quelque chose qu'elle appréciait. « Tu es en avance ?» a-t-elle dit d'un ton sec. J'ai aidé ma mère à s'asseoir sur le canapé de l'autre côté de la pièce et je l'ai enveloppée dans un plaid. Elle paraissait si petite, comme si elle essayait de disparaître dans le tissu. Qu'est-ce qui s'est passé dehors, bon sang, ai-je demandé. Vera n'a même pas posé son téléphone. On lui a dit de ne pas toucher à la cuisinière sans demander. Elle l'a fait quand même. Les actions ont des conséquences. Des conséquences? J'ai fait un pas en avant. C'est la mère de ton mari. Tu l'as laissée dehors comme un chien errant. Elle repousse toujours les limites, a répondu Vera, le ton tranchant. C'est aussi ma maison. Elle ne respecte pas ça. Cette maison a été achetée avec son argent. C'était il y a des années. Les choses changent. Ma voix est tombée à un murmure. Pas ça. Elle s'est levée, me faisant maintenant face. Elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut dans la maison de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la famille. Vera a croisé les bras. Elle n'est pas sans défense. Arrête de la traiter comme si elle l'était. Je l'ai regardée fixement, non pas les vêtements, les ongles vernis, la posture parfaite.
J'ai regardé l'absence d'empathie, de décence. Elle n'est pas sans défense, ai-je répété. Mais elle t'a fait confiance, et tu l'as laissée dans le froid. Nous n'avons plus parlé après ça. Vera s'est rassise, sirotant son vin. Je me suis détourné, les mains tremblantes. Ma mère s'était assoupie sur le canapé, toujours enveloppée dans la couverture. Son visage était paisible maintenant, mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais vu dehors. Je ne pouvais pas oublier cette phrase. J'ai fait réchauffer du riz, alors elle m'a dit de partir. Ce n'était pas un malentendu. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Je me suis dirigé dans le couloir vers la chambre d'amis où je logeais toujours. En tendant la main vers la poignée de porte, mon cœur battait la chamade. Pas seulement de colère, mais à cause de quelque chose de plus profond. Une fracture que je n'avais pas remarquée jusqu'à présent. Il ne s'agissait pas de riz. Il ne s'agissait pas de la cuisinière. Il s'agissait de la façon dont les gens comme Vera faisaient en sorte que les gens comme ma mère se sentent petits, inutiles, oubliés. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis assise sur le bord du lit. Ma respiration venait par vagues lentes et irrégulières. Ce n'était pas juste un moment. C'était une fracture. Le couloir était encore sombre, éclairé seulement par la petite applique murale au-dessus de la photo de famille encadrée. Du temps où papa était encore en vie, où les choses ne s'étaient pas encore divisées en deux. Je suis passé devant sans m'arrêter et je suis entré doucement dans la chambre d'amis, en faisant attention de ne réveiller personne. La maison était silencieuse maintenant, d'un calme troublant. Le genre de silence qui vous pèse sur la poitrine. J'ai aidé maman à aller dans sa chambre, l'installant doucement sur le bord du lit. Ses mains étaient encore froides malgré la couverture et le thé que je lui avais donné plus tôt. Elle n'avait pas dit grand-chose après notre retour, et je n'ai pas insisté. Parfois, quand quelqu'un a été suffisamment meurtri, les mots sont comme du sel sur une plaie. Elle a grimacé légèrement en s'allongeant. J'ai gonflé l'oreiller sous sa nuque et je me suis assise à côté d'elle un moment, écartant les cheveux de son visage. Ses yeux se sont ouverts en papillonnant. Dors un peu, maman, ai-je dit doucement. Je suis là. Elle a hoché la tête, mais avant de détourner la sienne, elle a murmuré, je ne voulais pas te déranger. Les mots flottaient dans l'air comme du brouillard. Je me suis penché, j'ai embrassé sa tempe et je suis sorti. Je suis resté dans la cuisine, fixant la tasse de thé vide, mes doigts agités de tics nerveux. Puis j'ai pris mon téléphone et je suis sorti sur le perron. Le froid était de nouveau vif, mais pas du genre qui vous immobilise. Celui-ci vous poussait à bouger. J'ai appelé Sterling. Ça a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche, sa voix pâteuse de sommeil. Clara, tout va bien? Savais-tu que Vera a enfermé maman dehors ce soir? Ma voix était basse mais ferme. La laisser assise sur les marches dans le froid parce qu'elle a fait réchauffer du riz. Il y a eu une pause. Il a expiré comme si j'exagérais. Clara, allons. Ne monte pas ça en épingle. Tu sais comment est maman. Elle est dramatique. Elle est habituée au froid. Tu fais passer ça pour pire que ça ne l'était probablement. Je l'ai trouvée grelottante, seule dehors, pendant que Vera était à l'intérieur à siroter du vin et à faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. Il a grogné, agacé maintenant. Tu ne vis pas ici. Tu ne vois pas le quotidien. Vera essaie d'établir des limites. Maman ne peut pas simplement les ignorer et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Ce n'est pas une locataire, Sterling. Ce n'est pas une étrangère qui a oublié de frapper. C'est ta mère. Il a poussé un soupir las. Écoute, ce n'est pas le moment. Il est tard. On pourra en parler demain. Je n'ai pas besoin d'en parler demain, ai-je dit. J'avais besoin que tu t'en soucies ce soir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté sur le perron un moment, regardant ma buée se former et disparaître dans l'air nocturne. J'avais envie de crier. J'avais envie de casser quelque chose. Mais qu'est-ce que ça résoudrait? Rien ne changerait si je ne faisais que ressentir. De retour à l'intérieur, j'ai de nouveau vérifié comment allait maman. Elle était blottie sous la couette, les yeux fermés, la respiration lente. Je la croyais endormie jusqu'à ce que sa voix flotte, fragile. Ce n'était pas la première fois. Je suis entré et je me suis assise sur le bord du lit. Que veux-tu dire? Elle a fixé le plafond. Il y a eu d'autres fois. Des dîners où elle ne mettait pas de couvert pour moi.
Des fêtes où elle disait que ce serait trop si je me joignais à eux. J'ai commencé à manger dans la cuisine, c'est moins gênant comme ça. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pourquoi n'as-tu rien dit? Elle s'est alors tournée vers moi, les yeux brillants. Parce que je ne voulais pas rendre les choses difficiles pour toi. Pour Sterling. Vous méritez tous les deux la paix. Je pensais que peut-être que si je restais silencieuse, elle s'adoucirait. Elle ne l'a pas fait, ai-je dit. Non, a-t-elle concédé doucement. Elle ne l'a pas fait. Ma gorge me brûlait. Pendant tout ce temps, j'avais cru que maman était trop prudente, trop polie. Mais ce n'était pas seulement la vieillesse qui la rendait plus silencieuse. C'était des années à être réduite au silence. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Puis je suis retourné dans ma chambre, avec l'impression de marcher dans la maison de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran. Le curseur clignotait, en attente. J'ai tapé, depuis combien de temps ma mère est-elle invisible dans cette maison? Puis j'ai fait une pause. Était-ce le genre de choses que je voulais garder dans un fichier? Non. Je voulais le voir, le tenir, comprendre ce qui manquait. Je me suis reculé du bureau et je suis sorti dans le couloir. La maison craquait légèrement sous mes pieds, comme si elle était réticente à livrer ses secrets. Et puis j'ai ouvert le tiroir dans le couloir et j'ai trouvé quelque chose que ma mère n'avait jamais eu l'intention que je voie. Mes doigts tremblaient tandis que je faisais doucement coulisser le tiroir. Il a légèrement gémi, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des années. À l'intérieur, niché entre de vieilles factures de services publics et un prospectus d'épicerie froissée, se trouvait un petit carnet relié en cuir. Je l'ai reconnu immédiatement, marron foncé, usé sur les bords, une légère odeur de lavande y adhérant encore comme un souvenir. Ma mère le gardait près de son chevet quand j'étais plus jeune, griffonnant dedans pendant que le reste de la maison était silencieux. Je me suis assise sur le banc du couloir avec le carnet sur mes genoux, ne sachant pas si je m'immisçais ou si je découvrais quelque chose qui devait être su. Les premières pages contenaient des notes ordinaires sur des courses, une recette découpée dans un magazine. Mais après quelques entrées, son écriture a changé, plus petite, plus serrée, plus forte appuyée sur le papier. Sterling m'a dit de ne pas m'asseoir sur le canapé du salon quand son patron est venu, a dit que je donnais l'impression que l'espace était encombré. J'ai encore mangé dans la cuisine ce soir. Je ne voulais pas déranger Vera et son club de lecture. Vera m'a dit que mon parfum sentait le démodé. Je ne l'ai plus porté depuis. Page après page, année après année, des humiliations silencieuses exposées à l'encre. Personne n'avait jamais lu cela. Ce n'était pas un journal intime rempli d'apitoiements. C'était un registre, un compte-rendu de la façon dont on pouvait effacer quelqu'un. Pas d'un seul coup, mais par les 1000 petites manières dont on demande à une personne de se faire plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Au moment où j'ai atteint le milieu du livre, je ne voyais plus les lignes. Les mots se sont brouillés sous le poids de ma propre incrédulité. Je n'avais pas seulement manqué ça. Je l'avais ignoré. J'avais choisi de croire que le silence signifiait la sécurité, que le sourire poli de ma mère était un signe qu'elle allait bien. Ce n'était pas le cas. J'ai fermé le carnet et j'ai fixé le mur du couloir pendant un long moment. La photo de famille encadrée était accrochée juste au-dessus du thermostat, nous sourions tous, Vera incluse. J'avais besoin de plus que des souvenirs, plus que du papier. J'avais besoin de la vérité de quelqu'un qui l'avait vu se produire. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à un petit café juste après le centre commercial du quartier. J'avais envoyé un message à Rena, la femme de ménage qui avait travaillé pour mon frère et Vera pendant près de 3 ans. Elle n'avait pas répondu immédiatement, mais ce matin-là, elle a répondu « Je vous rencontrerai une seule fois. S'il vous plaît, ne mentionnez pas mon nom. » Elle était déjà assise à mon arrivée, un café devant elle, les yeux scrutant chaque visage qui entrait. Quand elle m'a repéré, elle s'est levée maladroitement, puis s'est rassise avant même que j'atteigne sa table. « Rena » ai-je dit doucement en m'asseyant en face d'elle. « Merci d'être venue. » Elle a hoché la tête, joignant ses mains sur ses genoux. « Je ne devrais pas être ici » a-t-elle murmuré. Mais j'ai vu trop de choses pour rester silencieuse. Je l'ai laissé parler à son propre rythme. Au début, ses paroles sortaient avec prudence, comme si elle avait encore peur que Vera puisse d'une manière ou d'une autre nous entendre à 2 villes de distance. « Elle n'a jamais voulu de votre mère là-bas » a dit Rena. « Depuis le début. » Elle l'a dit sans détour, je ne vais pas vivre avec son fardeau.
Elle a dit à Monsieur Sterling de lui laisser de l'espace pour établir des limites. Fardeau, ai-je répété, à peine plus fort qu'un murmure. Elle ne lui criait pas dessus, a poursuivi Rena. Ce n'est pas la manière de Vera. C'était de petites choses. Elle enlevait les étiquettes des produits du garde-manger. Votre mère ne pouvait pas distinguer le sel du sucre. Elle disait à la société de dératisation de venir pendant que votre mère dormait pour qu'elle soit réveillée en sursaut. Elle chuchotait avec les invités pendant que votre mère était dans la pièce pour qu'elle pense qu'elle perdait l'ouïe. Je me suis adossée, stupéfaite. Je pensais être préparée à la cruauté. Je n'étais pas préparée à ce genre de précision. Mon frère le savait-il, ai-je demandé. Rena a hésité, puis a hoché la tête une fois. Il voyait, mais il disait de ne pas s'en mêler. Disait que votre mère était juste sensible. J'ai remercié Rena, payé sa boisson, et j'ai marché jusqu'à la voiture dans un état second. Je suis restée assise là quelques minutes, moteur éteint, le carnet sur mes genoux. Ces entrées avaient maintenant des voix, des témoins, un contexte. Ce n'étaient pas des exagérations. C'étaient des rapports d'un champ de bataille sur lequel je ne savais pas que je l'avais laissé. De retour à la maison, j'ai numérisé chaque entrée du carnet, créant un fichier numérique. J'ai surligné les dates, recoupé les événements. J'ai ajouté le témoignage de Rena comme une note à la fin. Puis j'ai imprimé les pages. Je les ai classées dans un dossier, les étiquetés, documentation-BAMJ, et les glisser dans ma mallette. Debout dans le salon, entouré des meubles impeccables et du décor soigné de Vera, j'ai murmuré, qu'ils essaient d'expliquer ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué les portes. Mais le sol avait bougé. Quelque chose en moi n'était plus disposé à plier juste pour maintenir la paix. Le son de la voix de Vera depuis la cuisine s'est estompé alors que je montais les escaliers, le carnet toujours pressé contre ma poitrine. Ces mots résonnaient dans mes oreilles. Elle fouine. Si nous ne faisons pas attention, elle va tout réduire en cendres. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Cette phrase me disait tout ce que je savais déjà. Elle cachait quelque chose. De retour dans le grenier, j'ai allumé la petite lampe de bureau qui éclairait à peine les coins poussiéreux. La chaleur n'atteignait pas tout à fait cette partie de la maison, et je pouvais voir ma buée flotter faiblement dans l'air froid. Une pile de boîtes bordait le mur du fond, non étiquetées, intactes depuis le jour où elles avaient été poussées ici. J'en ai tiré une vers moi, les doigts piqués par le froid. À l'intérieur se trouvaient de vieux dossiers fiscaux, des reçus délavés, des factures de services publics, et en dessous, une enveloppe en papier manie étiquetée, actes de propriété et documents légaux. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai sortie avec précaution, l'ai ouverte, et j'ai trouvé l'acte de propriété original. Le papier avait jauni sur les bords, mais la signature de ma mère était audacieuse, sans équivoque. Son nom, Myriam Gilles Alvarez, était listé comme propriétaire principal, avec le nom de Sterling manuscrit plus tard sous « partie autorisée uniquement pour les permissions d'entretien ». Mon souffle s'est coupé. C'était il y a 15 ans. J'ai mis le document de côté et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Le portail des registres fonciers du comté était assez facile à trouver. Après quelques clics et une courte recherche, je l'ai vu, Sterling W. Alvarez, propriétaire unique. Aucune mention de Myriam, aucun copropriétaire, pas même un historique de transfert qui la mentionnait. Quelque chose avait été effacé. Je me suis penché en arrière, me rappelant une conversation d'il y a des années. Nous prenions le thé, juste nous deux, et elle avait mentionné nonchalamment avoir aidé Sterling avec la compte. J'ai utilisé une partie de la pension de ton père, avait-elle dit comme si de rien n'était. Je voulais juste m'assurer que lui et Vera aient un bon endroit pour commencer. À l'époque, j'avais trouvé ça généreux. Maintenant, je le voyais différemment. Aider n'a jamais signifié disparaître. Le lendemain matin, pendant que maman dormait encore et que Vera avait emmené Briani à l'école, j'ai abordé le sujet de l'acte de propriété. Pas comme une accusation, juste une question. Maman, ai-je demandé, assise à côté d'elle sur le bord de son lit. Te souviens-tu d'avoir signé quelque chose concernant la maison? Elle a cligné des yeux lentement. Oui, Sterling et Vera ont dit que la copropriété était compliquée. Quelque chose à propos des impôts. Ils m'ont fait signer un formulaire de clarification pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la ville. Je l'ai regardé pendant un long moment. L'as-tu lu? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Ils m'ont dit que c'était une formalité. Ma gorge s'est serrée.
C'était un transfert de titre de propriété, maman. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard ce jour-là, j'ai commencé à tout documenter. J'ai numérisé l'acte de propriété original, surligné le numéro d'identification de la propriété, noté les dates de transfert des registres du comté, et tout sauvegardé dans un dossier sécurisé. Je l'ai étiqueté clairement pour quiconque pourrait avoir besoin de le voir. Puis j'ai ouvert mon courriel et j'ai tapé « Sterling, nous devons parler. Tu sais que cette maison n'a jamais été juste à toi. Je n'ai pas signé avec amour, ou, ta sœur. Je n'étais plus intéressé à être poli. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé à mon journal, et j'ai griffonné une seule phrase sur la page, il ne s'agit pas de propriété. Il s'agit d'effacement. Ce soir-là, je suis descendu chercher de l'eau. En approchant de la cuisine, j'ai de nouveau entendu Vera au téléphone. Sa voix était tranchante, basse. Elle fouine. Si nous ne faisons pas attention, elle va tout réduire en cendres. Elle a fait une pause, puis a ajouté, ne le dis pas encore à Sterling. Il n'a pas besoin de ce stress. Je me suis reculé dans le couloir, sans être vu, mon pouls régulier non pas par peur, mais par clarté. Ils savaient ce qu'ils avaient fait, et ils savaient que j'allais chercher la vérité. Le lendemain matin, alors que je versais du café dans une tasse ébréchée que j'avais trouvée au fond du placard, une alerte de calendrier a vibré sur mon téléphone, 16e anniversaire de Briany, 15 h, le Lakeside Club. Je l'ai fixé, clignant des yeux. Personne ne m'avait parlé d'une fête. J'ai parcouru mes textos, revérifié les conversations familiales, rien. Puis je l'ai vu, publié nonchalamment par Vera la veille au soir, un boomerang de Briany tourbillonnant dans une boutique de robes, avec la légende, tellement hâte de célébrer notre fille. #16e anniversaire #la famille d'abord. Aucune mention de maman. Je suis allé dans le salon. Maman était déjà habillée, assise près de la fenêtre dans son cardigan, un petit sac cadeau sur ses genoux au bleu pâle avec un ruban blanc et une carte faite à la main glissée juste à l'intérieur. Tu es levé tôt, ai-je dit. Elle m'a fait un doux sourire. Je voulais emballer ça pendant que c'était encore calme. Tu sais comment Vera aime que les choses soient faites d'une certaine manière. Je me suis assise à côté d'elle. As-tu reçu une invitation à la fête? Son sourire a vacillé. Non, mais ce n'est pas grave. Sterling a dit que c'est surtout pour les amis de Briany, et que quelqu'un doit être à la maison pour nourrir Max le chien. Bien sûr. Maman, tu n'es pas obligée de mentir pour eux, ai-je dit doucement. Je ne mens pas, a-t-elle répondu. Je choisis la paix. Je n'ai rien dit. Il n'y avait pas de paix là-dedans, seulement de la prétention. À 14 h, la voix de Vera a retenti dans la maison. Elle a aboyé une liste d'instructions de dernière minute, heure de dépose, allergies alimentaires, quelles fleurs chargées dans la voiture. Sterling n'a à peine dit un mot. Briany est sortie dans une robe scintillante qui jurait avec le temps, ses boucles épinglées haut et des paillettes sur ses joues. Elle n'a pas regardé maman. Personne ne l'a fait. À 14 h 15, la porte d'entrée s'est refermée derrière eux. Maman s'est rassise, tenant toujours le cadeau. Je pense que je vais juste me reposer un peu ici, a-t-elle dit. C'est agréable de regarder les arbres se balancer. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Puis j'ai attrapé mes clés. À 15 h 05, je me suis garé devant le Lakeside Club, un centre d'événements aux murs de verre surplombant un lac brumeux. À travers les fenêtres, j'ai vu des ballons dorés, du linge de table loué, des plateaux de cidre pétillant. Vera se tenait au centre comme si l'air autour d'elle lui appartenait, une main sur l'épaule de Briany, l'autre tenant une flûte de champagne. Je suis entré par la porte latérale, apercevant le diaporama qui jouait sur le grand écran, des photos de Briany grandissant, des photos de bébés au portrait de lycée. Pas une seule ne montrait ma mère. J'ai trouvé Sterling dehors près des chauffages de terrasse, téléphone à la main. Tu savais, ai-je dit, me plaçant à côté de lui. Tu savais que maman n'était pas invitée. Il n'a pas bronché. Ce n'est pas si simple, Clara. Elle a acheté cette maison. Elle t'a élevé. Et maintenant, elle est seule à la maison pendant que ta femme célèbre la famille dans un bâtiment qu'elle n'a même pas aidé à payer. Sterling a détourné le regard. Tu ne comprends pas. Tu as raison, ai-je dit. Je ne comprends pas comment tu peux prétendre que ce n'est pas dégoûtant. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, ne m'attendant pas à une réponse.
Il n'en a donné aucune. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, j'ai trouvé maman de nouveau assise sur le porche. Le sac cadeau était à côté d'elle, non ouvert. C'était bien, a-t-elle demandé. Je me suis assise à côté d'elle. C'était ce à quoi on pouvait s'attendre. Elle a hoché la tête. C'est bien. Briani mérite un bel anniversaire. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans la poche de mon manteau et je lui ai tendu une part de gâteau que j'avais prise du buffet. Elle a souri, a pris une bouchée, et n'a rien dit de plus. Vers 22 heures, je suis monté m'allonger, espérant dormir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Vera. Tu n'arranges rien. Tu vis à Portland. Tu as toujours été à l'écart. Pas de salutation, pas de signature, juste ça. J'ai fixé le message pendant un long moment. Non pas parce qu'il me surprenait, mais parce qu'il ne me surprenait pas. Le lendemain matin, j'ai appelé une de mes amies, une avocate spécialisée dans la protection des personnes âgées et la fraude aux biens familiaux. J'ai besoin de savoir ce qui est qualifié d'abus financier, ai-je dit. Elle a posé des questions. J'ai donné des réponses. Quand l'appel s'est terminé, je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit à voix haute, j'ai fini de demander gentiment. Puis je suis descendu au sous-sol où se trouvait le boîtier de l'ancien système de sécurité. Il y a des années, j'avais aidé à l'installer quand Vera voulait avoir l'esprit tranquille en voyage. Je me souvenais de l'avoir configuré moi-même, mot de passe, angle de caméra, sauvegarde de stockage. J'ai ouvert le placard du serveur et j'ai sorti le disque dur. Il fonctionnait toujours. La barre de téléversement était presque complète. Juste quelques secondes de plus avant que tout le dossier d'audio, de vidéo et de capture d'écran ne soit sauvegardé sur le cloud. Mes doigts planaient au-dessus du bouton publier, le cœur battant, le souffle coupé quelque part entre la rage et la résolution, puis l'écran s'est allumé avec un appel entrant. Hôpital général de Bellevue, lisez l'identifiant de l'appelant. J'ai répondu par réflexe. Est-ce que je parle à Clara Alvarez, a demandé l'infirmière. Oui, ai-je répondu, déjà debout. Je vous appelle au sujet de votre mère. Elle a été amenée il y a environ 20 minutes. Un voisin l'a trouvée inconsciente dans le jardin. Le jardin? Mon sac à main était déjà dans ma main. J'étais dans la voiture avant que l'infirmière ait fini de donner les indications. Les routes sont devenues floues. Je ne me souviens même pas avoir coupé le contact en arrivant à l'entrée des urgences. Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital, le bip des machines m'a accueilli. Ma mère semblait si petite sous les draps pâles, fragile, plus encore qu'il y a quelques jours à peine. Une ecchymose s'était formée sur sa tempe. Elle s'est cognée la tête, a expliqué le médecin, probablement effondrée de fatigue et de déshydratation. Nous avons également remarqué des signes de malnutrition. Depuis combien de temps vit-elle sous ce genre de stress? Depuis combien de temps? Ce mot encore, cette maudite question. Je suis resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle bouge. Quand ses yeux se sont ouverts, elle a d'abord semblé désorientée. Puis elle m'a vu. Clara, a-t-elle murmuré. Ne fais pas d'histoire. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste tenu la main. Plus tard, quand je suis retourné à la maison pour rassembler ses affaires, j'ai traversé le salon comme une étrangère. La maison ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à un décor de théâtre, meubles parfaits, cuisine immaculée, une vie organisée pour les apparences. Je suis allé directement à l'armoire du serveur dans la salle de stockage et j'ai consulté les archives vidéo des 3 jours précédents. Et c'était là. Les images pixelisées montraient la porte d'entrée s'ouvrant. Vera se tenait dans le cadre. Ma mère tenait un torchon et ce qui ressemblait à un verre d'eau. Vera n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle s'est simplement avancée, a posé sa main sur l'épaule de ma mère et l'a guidée en arrière par la porte, à travers le porche. Puis elle l'a fermée. Ma mère est restée là une seconde, stupéfaite, avant de descendre lentement les escaliers. Elle s'est assise sur la marche du bas, serrant le torchon, immobile. J'ai mis sur pause. Ma gorge me brûlait. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit à voix haute. C'est une habitude. Quelques heures plus tard, Rena m'a envoyé un message. Vérifie tes courriels, a-t-elle écrit. J'ai ouvert le fichier. C'était un enregistrement de messagerie vocale de son ancien téléphone. La voix de Vera était sans équivoque. Je me fiche qu'elle est cuisinée.
Je ne veux pas qu'elle traîne dans mes pattes. Ce n'est pas sa maison. Si elle reste ici, je pars. Je ne partage pas mon espace avec un trophée de culpabilité. Je l'ai réécouté. Trophée de culpabilité. J'ai transféré le clip à moi-même, l'ai sauvegardé dans le dossier intitulé « Preuve-lumière du jour » et j'ai ajouté des horodatage. J'ai envoyé l'ensemble du dossier à Sterling avec un seul objet. Tu penses toujours que c'est juste un drame familial? Au moment où Vera est rentrée ce soir-là, j'étais assise à la table de la salle à manger, ordinateur portable ouvert, un dossier de documents étalé devant moi. Ma mère était toujours à l'hôpital. Mais ça n'allait pas attendre. Elle est entrée, m'a vu, et a instantanément plissé les yeux. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ?» a-t-elle lancé. « Je pense que tu le sais. Tu as fouillé dans des systèmes privés. Des enregistrements de sécurité? Sais-tu ce que tu as fait? » Je sais exactement ce que j'ai fait, ai-je dit calmement. J'ai exposé la manière dont tu traites quelqu'un qui méritait mieux que ta cruauté raffinée. Tu te prends pour une sauveuse parce que tu es arrivé de Portland en avion et que tu as joué les détectives pendant une semaine? Non, je me suis levé, lui faisant pleinement face. Mais une fois par an, c'est toujours plus que ce que tu lui as jamais donné. De la dignité. Son visage s'est tordu, le masque se fissurant. Tu n'as aucun droit d'interférer. C'est ma maison, ma famille. Je me suis penché, la voix ferme. Elle est ma famille. Tu n'es que la femme qui a oublié ce que ce mot signifie. Elle s'est retournée et est montée en trombe, claquant la porte derrière elle. Je suis retourné à la table, j'ai rassemblé les preuves et j'ai disposé chaque pièce. Propre, factuelle, indéniable. Puis j'ai pris une photo de tout et je l'ai téléversée sur un disque partagé. J'ai tapé une légende pour l'accompagner sur ma page personnelle. S'il n'écoute pas en privé, peut-être que le public le fera. Mais avant que je puisse appuyer sur publier, mon téléphone a de nouveau vibré. Clara. La voix de l'infirmière était tendue. Votre mère est réveillée, mais nous avons besoin de vous ici. J'ai attrapé mes clés. Le temps que j'arrive à l'hôpital, le ciel avait pris ce gris plat que l'hiver de Seattle aime tant. Incolore, indifférent. Je me suis précipité dans les urgences sans m'enregistrer, sachant déjà dans quelle chambre me diriger grâce à l'appel précédent de l'infirmière. Le couloir était long, les plafonniers trop vifs. Le bip des moniteurs résonnait comme un métronome pour ma fureur grandissante. Myriam gisait immobile dans un lit d'hôpital, les yeux fermés, sa peau délavée sous les lumières fluorescentes. Un mince bandage était collé à sa tempe. Ses mains, toujours si soigneuses avec les aiguilles à coudre, les tasses de thé, les gestes discrets, reposaient maintenant mollement sur la couverture rêche. Le médecin de garde m'a rencontré juste devant la porte. Il était jeune, poli et excessivement prudent avec ses mots. Elle s'est effondrée dans le jardin, a-t-il dit. Un voisin l'a vue étendue près de la remise et a appelé le 911. Heureusement, elle n'a pas perdu connaissance longtemps, mais ses signes vitaux, eh bien, nous sommes inquiets. Déshydratation sévère, hypothermie modérée, signe de sous-alimentation. Il a ajouté doucement, le fait que son téléphone ait été retrouvé éteint, congelé dans un récipient à soupe en plastique dans le congélateur, cela a attiré notre attention. J'ai cligné des yeux. Attendez, quoi? Il a hoché la tête. Il était dans un sac de congélation zippé. Elle n'aurait pas pu faire ça elle-même. Non, ai-je murmuré. Elle ne l'aurait pas fait. Je suis entré dans la chambre. Elle m'a regardé, levant à peine la tête. Clara, a-t-elle murmuré, en essayant de sourire. Ne fais pas d'histoire. Elle disait toujours ça. Même quand nous aurions dû renverser des tables. Je lui ai tenu la main. Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Pas comme du verre, plutôt comme de la glace se fendant en deux. Ce soir-là, j'ai appelé Sterling et Vera. Je n'ai pas demandé. Je leur ai dit de me retrouver à l'hôpital. Sterling est arrivé en retard, les yeux lourds de fatigue ou de culpabilité. Difficile à dire maintenant. Vera ne s'est pas montrée. À la place, elle a envoyé un texto, je ne réponds pas aux menaces. J'ai retrouvé Sterling dans la salle d'attente familiale de l'hôpital, un espace privé près du poste des infirmières. J'ai étalé les papiers sur la table, les photos imprimées de la caméra du Porsche, l'acte de propriété avec la signature originale de maman, les transcriptions de Rena,
le carnet. Voici tout, ai-je dit. Tout ce que tu as choisi de ne pas voir. Il a regardé la table comme si elle était en feu. Clara, c'est beaucoup. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. J'ai soutenu son regard. Du respect, de la responsabilité, peut-être même un merci pour la femme qui nous a élevés tous les deux. Il n'a pas argumenté. Il ne s'est même pas assis. Il a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu saisir et il est sorti. La porte a cliqué derrière lui comme un verdict final. Cette nuit-là, je suis retourné dans la chambre d'amis, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai composé un message pour notre groupe familial élargi, celui avec tous les cousins et tantes qui partageaient des photos de bébés et des recettes comme sur des roulettes. J'ai joint une photo de la caméra de sécurité, une ligne du carnet, et un mémo vocal du commentaire acerbe de Vera sur le « trophée de culpabilité ». Légende, il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour causer une blessure. Le silence suffit. J'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai tout transmis vidéo, audio, documents à 2 organisations locales de protection des personnes âgées. Je n'étais pas sûr de ce qui se passerait ensuite, mais je n'allais pas attendre que la justice arrive sur invitation. Les heures suivantes furent calmes, à l'exception du ping des messages de groupe. Les réactions variaient, certaines horrifiées, d'autres défensives. Un cousin a demandé « Es-tu sûr que ce ne sont pas juste des histoires de famille ? On a tous nos drames. » Je n'ai pas répondu. Vers 22 heures, je me brossais les dents quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Indicatif régional local. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai vérifié la transcription par curiosité. « Est-ce que je peux te parler seul ?» C'était Briani. Je l'ai rappelé. Elle a décroché à la première sonnerie. « Je suis désolé de te déranger », a-t-elle dit rapidement. « Mais j'ai vu ce que tu as publié, et je ne savais pas. » « Tu ne savais pas que ta grand-mère avait été enfermée hors de sa propre maison. »« Je ne savais pas que c'était si grave, » a-t-elle murmuré. Maman disait toujours qu'elle était dramatique, qu'elle aimait jouer la victime. J'ai fermé les yeux. « De quoi veux-tu parler ? On peut se voir ? Juste nous deux. » J'ai hésité. Cette fille avait les yeux de Vera, mais pas son armure. « Où ? » Je suis devant ton immeuble. J'ai regardé par la fenêtre. En effet, une voiture tournait au ralenti près du trottoir. Une silhouette se tenait à côté, les petites épaules voûtées contre le froid. « Je descends tout de suite », ai-je dit. J'ai attrapé mon manteau et je suis descendu sans allumer la lumière. L'air extérieur avait un frisson, mais pas celui qui vous glace. Il vous stabilisait. Briani se tenait en bas, les bras croisés fermement sur sa poitrine, sa capuche baissée. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, incertaine de sa place dans sa propre maison, ou peut-être dans sa propre famille. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-elle dit doucement. Nous sommes restés là un moment avant que j'ouvre la porte et la laisse entrer. Elle est entrée dans le couloir, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ouvrait la fermeture éclair de sa veste. Je ne suis pas venu pour les défendre, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil vers le salon comme si quelqu'un pouvait écouter. Je voulais juste, je devais comprendre ce qui s'est passé. Tu as vu la publication, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Elle a hoché la tête. Et j'ai vu les photos, le carnet. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas vu avant, mais maintenant je ne peux pas m'arrêter de le voir. Elle a pris place à la table de la cuisine, et je nous ai versé à toutes les deux du thé. Rien d'extraordinaire, juste de la camomille en sachet. Nous sommes restés assises un long moment, sans parler, jusqu'à ce qu'elle brise enfin le silence. Est-ce que ce serait d'accord si je venais à l'événement pour les aînés demain ? Je sais qu'il honore ta mère, et je pense qu'elle mérite que quelqu'un l'applaudisse, quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment fait avant. Je l'ai regardée et je n'ai pas vu la fille de Vera, mais une jeune femme essayant de démêler le silence dont elle avait hérité. Bien sûr, ai-je dit. Le lendemain après-midi, le centre communautaire était rempli de chaises pliantes, d'une modeste table de buffet et d'un podium orné d'une bannière en papier faite à la main qui disait « Hommage à nos aînés ». Ce n'était pas grandiose, mais c'était réel. Des gens étaient là qui se souvenaient de ma mère, non pas pour la façon dont elle s'intégrait dans l'image de la famille de quelqu'un d'autre, mais pour qui elle était. Agnès, l'une des plus vieilles amies de ma mère, fut la première à parler. Elle s'est approchée avec sa canne et s'est tenue droite derrière le microphone. « Je connais Myriam depuis avant qu'elle ne soit mère », a-t-elle commencé.
Elle allait au travail à pied dans la neige pour que Sterling puisse faire la grasse matinée avant l'école. Elle préparait son déjeuner, repassait ses chemises et cousait son sac à dos quand les bretelles s'usaient. Pas une seule fois elle n'a demandé de remerciement. Quelques personnes dans la salle ont reniflé. J'ai senti Briany bouger à côté de moi. Et elle n'a pas arrêté de donner après ça, a poursuivi Agnès, même quand son nom n'était plus sur le papier, même quand les gens à qui elle donnait ont cessé de la regarder dans les yeux. Quand ce fut le tour de ma mère, elle se leva lentement, aidée par un bénévole. Elle n'avait pas de notes. Sa voix, quand elle est venue, était douce mais pleine. Je n'utiliserai pas ce temps pour nommer qui que ce soit, a-t-elle dit. Je ne parlerai pas de la douleur pour blesser. Mais je dirai ceci, le jour le plus froid de ma vie n'était pas dehors. C'était en me tenant devant une porte que j'avais aidé à payer, que j'avais ouverte pour d'autres, et en la trouvant verrouillée derrière moi. La salle est tombée dans un silence complet. Je leur ai pardonné, a-t-elle ajouté. Mais je me souviens. Du fond de la salle, j'ai vu Sterling se lever discrètement et sortir. Vera était là aussi, son visage figé dans un sourire qui ne tenait pas tout à fait. Elle n'a pas applaudi, mais le reste de la salle l'a fait. Briany s'est levé à côté de moi et a applaudi aussi, lentement, puis avec certitude. Plus tard, quand nous sommes rentrés, ma mère s'est assise dans la véranda, tricotant une écharpe de la même teinte de bleu que celle qu'elle portait le jour où on l'avait laissée sur le porche. Elle n'a pas dit grand-chose, mais le rythme de ses mains en disait long. Elle est incroyable, a murmuré Briany. Oui, ai-je dit. Elle l'est. Dans les jours qui ont suivi, les choses ont changé discrètement. Le nom de Sterling a disparu de 2 panels publics de cabinets d'avocats. Vera s'est retirée de son poste dans une campagne locale de soins aux personnes âgées. Pas de déclaration publique, juste une ligne dans un communiqué de presse en raison de problèmes personnels. Et Briany a déménagé. Elle a commencé à rendre visite à ma mère tous les jeudis, apportant des livres et du thé, parfois juste assise avec elle à écouter. Une semaine plus tard, un courriel de Sterling est apparu dans ma boîte de réception. Objet, parlons. Son message était court. Maman mérite de revenir. Je sais que j'ai eu tort. Je n'attends pas le pardon, juste une conversation. Je n'ai pas répondu immédiatement, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que pour la première fois, j'avais enfin le pouvoir de décider si je voulais dire quelque chose du tout. J'ai laissé le courriel de Sterling dans ma boîte de réception pendant 3 jours, non pas parce que j'étais incertaine de ce qu'il fallait dire, mais parce que pour la première fois, je n'étais pas obligé de répondre par culpabilité, par devoir, ou par un quelconque jeu de rôle familial usé. Je n'avais rien à prouver, rien à défendre. Maman et moi nous étions installés dans le rythme de notre nouvel endroit, un modeste appartement niché derrière une rangée de maisons de ville près du parc. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Le salon faisait face à l'ouest, et l'après-midi, la lumière du soleil s'étalait sur le tapis d'une manière qui rendait l'espace chaleureux, même les jours les plus froids. Nos vies sont devenues plus calmes, non par manque, mais par choix. Chaque matin, je préparais le café pendant qu'elle coupait des fruits. Certains matins, nous marchions, d'autres, nous nous asseyions sur le patio à regarder les enfants passer à vélo ou les voisins saluer depuis leurs chiens. Il n'y avait pas de tension, pas de regard de côté, pas d'œufs sous nos pieds. Nous parlions librement, et quand nous ne parlions pas, le silence n'était pas lourd. Un soir, j'ai abordé le message de Sterling. Il a demandé si tu envisagerais de revenir, ai-je dit doucement, en observant son visage. Elle n'a pas sourcillé. Au lieu de cela, elle a terminé une rangée de mailles et a souri légèrement. Je l'ai déjà fait, a-t-elle dit. Ici. C'était tout. Nous n'avions pas besoin d'avoir la même conversation encore et encore. Elle avait fait son choix, et moi aussi. J'ai rencontré Sterling une fois, une semaine plus tard. Terrain neutre, un café près de la bibliothèque. Il avait l'air fatigué, plus vieux que dans mon souvenir, et sa poignée de main était plus hésitante que ferme. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-il dit, sautant les politesses. J'aurais dû l'écouter davantage. Toi aussi. C'est vrai, ai-je hoché la tête. Je pensais que maintenir la paix signifiait rester silencieux. Non, ai-je dit. Maintenir la paix signifiait prendre la défense de quelqu'un qui subissait une injustice. Il a remué son café, puis a levé les yeux. Penses-tu qu'elle me pardonnera un jour? Ce n'est pas elle qui en a besoin, ai-je répondu. C'est toi qui dois apprendre à vivre avec ce que tu as laissé se produire. Nous en sommes restés là.
Pas de cris, pas de scène. Juste une compréhension silencieuse des dommages causés. Vera n'a jamais pris contact. Briani m'a dit qu'après que le groupe de protection des personnes âgées l'ait fait démissionner de 2 conseils d'administration, Vera s'est retirée. Elle n'était pas en colère, juste partie non pas du monde, mais de l'illusion qu'elle avait construite. Elle va bien, a dit Briani une fois. Mais elle sait, et c'est quelque chose. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable. Il y a une sorte de paix qui ne vient pas de la victoire, mais de la clarté. Un après-midi, j'ai trouvé maman assise sur le canapé en train de tricoter une nouvelle écharpe. C'est la même couleur, ai-je dit, reconnaissant le double gris. Elle a hoché la tête. Celle-ci n'est pas pour la chaleur. C'est pour la mémoire. Nous n'avons pas parlé pendant quelques instants. Les aiguilles cliquetaient doucement, rythmiquement. Plus tard cette semaine-là, je suis passé en voiture devant l'ancienne maison. Je n'y étais pas retourné depuis l'hôpital. Elle avait l'air pareil. Peinture toujours fraîche, porche toujours nette, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais mieux. J'ai garé la voiture, je suis sorti et j'ai monté les marches du perron. Personne n'a répondu à la porte. Je n'ai pas frappé. Au lieu de cela, j'ai placé une seule rose blanche sur le seuil. Je suis resté là un moment, non pas en colère, non pas triste, mais résolu. Ce n'était plus la maison de ma mère. Ça ne l'avait jamais vraiment été, pas de la manière qui comptait. En me retournant pour partir, j'ai pensé à tout ce qu'elle avait donné, tout ce qu'elle avait enduré. Pas pour des louanges, pas pour de la reconnaissance, mais parce qu'elle croyait que l'amour signifiait donner jusqu'à en souffrir. Elle a tout abandonné pour nous. Le moins que je puisse faire était de m'assurer que le monde se souvienne d'elle, non pas comme quelqu'un qui attendait à la porte, mais comme quelqu'un qui méritait les clés. Parfois, ceux qui souffrent le plus ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent silencieux le plus longtemps. Cette histoire ne porte pas seulement sur une trahison familiale. Elle porte sur le fait de voir enfin les gens que nous avons tenus pour acquis et de nous demander, que ferions-nous si la porte était verrouillée sur quelqu'un que nous aimons? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Nous avons d'autres histoires réelles et puissantes à vous proposer, celles qui nous rappellent que le silence a un coût et que la vérité finit toujours par faire surface.